La conférence de ce soir a pour thème un terme pas très connu, qui est le terme de éco-éthique. Éco-éthique. Alors comment ça se présente, cette histoire d'éco-éthique? Je vais essayer d'expliquer donc de quoi il s'agit en retraçant un certain nombre de recherches qui tournent autour. Si on prend la présentation habituelle des débats autour de l'écologie, c'est donc au fond la troisième fois qu'on y revient, puisque nous avons une conférence qui a développé un point de vue plutôt critique sur l'écologie politique au printemps, avec Alain Quesnel et notre ami Raymond Morvan, dont ça a été la dernière conférence. Nous avons, sur un thème très très proche, ajouté il n'y a pas bien longtemps, un partisan de la décroissance. Eh bien, nous allons essayer aujourd'hui de prendre le problème un peu différemment. Trop souvent, le débat autour de l'écologie s'enferme dans des considérations extrêmement techniques. Pour combien de temps est-ce qu'on a du pétrole, par exemple? Bon, moi, j'en sais rien. Est-ce que la Terre se réchauffe ou pas? Et là, on est dans des débats extrêmement techniques. Et finalement, l'écologie, ça serait une affaire d'ingénieurs, de savants, et non pas une question politique et morale. Or, d'un point de vue général, traiter l'écologie comme une question scientifique, cela mène soit au scepticisme, on ne sait rien de certain. Donc si on ne sait rien, il n'y a rien à faire. Soit une certaine indifférence. Il suffit de réfléchir à la question telle qu'elle se pose. Pourquoi scientifiquement serait-il grave que les baleines disparaissent? Scientifiquement, il n'y a aucune réponse à cette question-là. Après tout, la Terre a connu des extinctions massives, à la fin de l'ère primaire et à plusieurs reprises. D'ailleurs, les changements d'air dans notre vieille classification des temps géologiques correspondent généralement à des extinctions massives. Les dinosaures ont disparu, il reste les oiseaux. En matière de dinosaures, c'est à peu près tout. Bon, voilà, on y était pour rien, je vous rassure. Si nous disparaissions, demeurant, je crois que les autres espèces souffriraient un peu, ça nous fait des vacances, mais scientifiquement, ça ne pose aucun problème. Et après tout, si la Terre disparaît, ça ne détruirait pas la nature, parce que la nature, elle est infinie ou presque. En tous les cas, c'est pas la disparition de la vie humaine et même de la vie de tous les mammifères sur notre petite planète qui est l'une des 9 ou 10 ou 11 du système solaire qui lui-même n'est qu'une étoile parmi les milliards d'étoiles de la Voie lactée, etc., etc. Qu'est-ce que vous voulez que ça fasse? Ça détruit pas la nature. On est bien incapable de détruire la nature. On en est totalement incapable. Et donc, le problème tel qu'il se pose pour nous, et le problème de l'écologie n'est intéressant que si ça devient un problème normatif, c'est-à-dire s'il s'agit de savoir ce que nous devons faire, comment nous devons faire. Et ce n'est pas le problème de la nature en général. D'autant qu'il y a certainement des tas d'exoplanètes habitées par des êtres peut-être vivants, sûrement pas faits comme nous, sûrement pas faits comme ceux qu'on connaît, mais bon, il n'y a pas de raison qu'il n'en soit pas ainsi. Bien, alors, donc le problème fondamental, c'est le problème normatif. Et la norme, la règle, la loi, elle n'est pas trouvable dans la science. La science se contente de dire ce qui est, elle ne peut pas nous dire ce qui doit être, ce que nous devons faire, comment nous devons nous comporter. Je crois que si on fait cette première distinction, on pourra peut-être arriver à trouver des solutions à notre question. Il n'y a pas de morale dans la nature d'un certain point de vue. Parce que, par exemple, il n'y a aucun mal dans le fait que les lions mangent les antilopes, ou que nous, êtres humains, nous mangions des cochons et des bœufs. Il n'y a aucun mal là-dedans. Ni bien non plus, d'ailleurs. Et je crois qu'il faut sortir de ce point de vue naturaliste et aborder la question de l'écologie d'un point de vue résolument anthropocentré, c'est-à-dire centré sur l'être humain. C'est de l'être humain dont il faut partir, c'est-à-dire de la destinée qui est la nôtre. Et la question qui nous est posée au fond, c'est quelle est pour nous, humains, la bonne façon d'habiter le monde?
Et au demeurant, c'est bien ça le sens étymologique de l'écologie, c'est le discours sur l'oikos, hein, c'est le discours sur l'habitation. Traiter de l'habitation du monde, voilà ce que devrait être l'écologie. Comment nous devons l'habiter? Alors, cela pose trois questions qui sont regroupées autour du terme d'éco-éthique. Ces trois questions, oui, trois questions, puis j'en ai rajouté une quatrième à la fin, mais il y en a trois au départ. Elles tournent d'abord sur une dimension, on va dire, ontologique, c'est-à-dire qu'est-ce que l'être? Quel est le point de référence pertinent dont nous devons partir? Et cette question, je vais essayer de l'aborder en présentant, autant que je le peux, le concept d'écoumène, qui vient d'un géographe qui s'appelle Augustin Berck, qui est en même temps un penseur de la géographie. Et à partir de ce concept d'écoumène, nous allons essayer de comprendre quelle est la bonne méthode pour aborder ces problèmes de l'habitation. Berck, j'y reviens à l'instant, critique la séparation que nous faisons trop souvent entre l'homme d'un côté, son environnement de l'autre. Cette séparation, nous dit Berck, nous interdit de comprendre l'entre-deux, justement. Cette relation qui définit l'homme dans l'espace. Et Berck propose de substituer à une ontologie classique des substances, il propose de substituer une ontologie de l'homme comme être temporel. L'homme, il est un être de temps. On pourrait dire qu'il est du temps en chair et en os. Et de ce point de vue, Berck retrouve les inspirations de Bergson. Dans un deuxième temps, j'aborderai la conception de l'esprit étendu. Et là, c'est la dimension psychologique ou la dimension portant sur la théorie de la connaissance, et je l'aborderai à partir de quelques textes d'un philosophe japonais qui s'appelle Tetsuya Kono, qui a développé cette théorie à partir d'autres travaux. Et puisqu'il est ici, je tiens à remercier tout particulièrement mon ancien élève, Adrien, qui est dans la salle, et qui fait des études de japonais, qui a passé un an à Tokyo, et qui m'a mis sur la piste d'un certain nombre de penseurs et de courants d'idées qui me semblent tout à fait intéressants. Il m'a également permis de contacter justement le professeur Tetsuya Kono et donc de pouvoir bénéficier en ligne directe de ces conférences qu'il a prononcées à l'EHECSS, je crois, il y a quelques mois. Bon, voilà, donc je parlerai de cet aspect-là. Là encore, l'esprit étendu, c'est l'idée que l'esprit n'est ni dedans, ni dehors, il est dans l'entre-deux. Et puis, troisième point que j'aborderai, c'est ce qui est l'éco-éthique proprement dit, qui a été développé là aussi par un philosophe japonais qui s'appelle Tomonobu Imamishi, mais alors qui développe ça depuis plus de 30-40 ans, hein, et qui a commencé à regrouper autour de lui progressivement un certain nombre de philosophes à l'échelle internationale, dans le monde anglo-saxon d'abord, et puis un petit peu en France. Alors, faire le tour de ces trois-là en une heure, c'est un peu ambitieux, je vais voir ce que je pourrais faire. Je pense y rajouter une quatrième question. Au fond, c'est, il me semble que les questions qui sont posées aujourd'hui par Augustin Berck, par Tetsuya Kono, etc., ont été déjà abordées jadis par Marx dans un texte dont on a beaucoup parlé, mais qui est souvent pas très bien étudié, qui sont les manuscrits économico-philosophiques de Marx, et dans lequel Marx définit la nature comme le corps non organique de l'homme. J'en parle avec... c'est pas seulement parce que c'est intéressant, c'est une sorte de devoir, parce que Raymond Morvan comptait justement parler de cette question-là à notre dernière conférence, et c'est un peu aussi à sa mémoire que je voudrais revenir sur ce problème de la nature comme corps non organique de Marx. Et là, nous abordons la quatrième dimension de l'écoéthique, qui est la dimension proprement sociale historique. Voilà.
Alors, commençons donc par le concept d'écoumène, c'est-à-dire par cette idée que nous devons habiter le monde. Alors, on va donner d'abord une définition de ce concept d'écoumène, définition qu'on trouve dans un livre extrêmement savant et vraiment intéressant de Augustin Bergh qui s'appelle « Le geste et la cité », qui est paru chez Gallimard en 1993. Est-ce que je vais arriver à mettre ça droit? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écoumène? Alors, Bergh, oui, je signale aussi, c'est un spécialiste du Japon. Et ce concept d'écoumène, il lui a donné chair, en quelque sorte, à partir de son travail sur la civilisation japonaise, et notamment sur les paysages et sur la ville japonaise. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un écoumène? Voilà la définition qu'en donne Bergh, qui dit l'écoumène, c'est la terre en tant que l'humanité l'habite. Alors, c'est un mot très ancien. L'écoumène, ça remonte à Strabon, géographe grec du 1er siècle avant Jésus-Christ. Les géographes l'utilisent pour désigner la partie habitable de la Terre. Par exemple, un géographe vous dira que l'écoumène de l'Égypte est étroit, parce que en fait, l'Égypte est pratiquement vraiment habitable le long du Nil. Voilà. Donc c'est ça, les parties habitables. Donc sur ce plan, c'est une définition assez simple, qui ne pose pas de problème théorique insurmontable. En effet, la Terre, la géographie étudie le monde physique, mais la Terre peut aussi étudier dans la manière dont elle est connectée. En tant que l'homme y trouve les ressources de sa vie matérielle, ce qui influe évidemment sur la manière dont il va s'organiser socialement, et en tant qu'il la modèle en retour. Et nous savons tous que la Terre habitée, la nature habitée, est le résultat de l'interaction entre l'homme et la nature. Alors ça, c'est une première définition de géographe. Bergh ne s'en tient pas à cette définition objectiviste, en quelque sorte. Pour Bergh, l'écoumène s'insère dans une conception qui relie en un tout l'écologie et les relations sociales. Les relations sociales, en quelque sorte, deviennent partie prenante du travail du géographe, pour Augustin Bergh. Et puis, voilà, Bergh nous dit, il y a une nécessaire interrelation entre les deux ordres de facteurs, entre l'écologie au sens ordinaire du terme, et les relations sociales, et la réalité sensible du paysage. Ça, c'est le dernier aspect. Un paysage, c'est pas simplement quelque chose qui a une existence objective, descriptive par les moyens de la science. Un paysage aussi, c'est quelque chose que nous ressentons, qui a de la valeur pour nous, qui nous modèle psychologiquement. Et donc, voici ce que dit Augustin Bergh, qui dit le fonctionnement de cette interrelation effective entre l'écologique et le symbolique dépend de la non moins effective interrelation des hommes entre eux. Voilà. Le rapport des hommes à leur environnement, à leur milieu, dépend du rapport des hommes entre eux. Bon, ceux qui ont lu l'idéologie allemande de Marx, ils ne trouveront pas une grande nouveauté. C'est exactement ce que dit Marx dans les premières pages de l'idéologie allemande. Alors, qu'est-ce que veut dire Bergh ici précisément? Il dit qu'on ne peut pas étudier l'écologie humaine comme l'écologie animale. L'homme habite la Terre, bien évidemment, il s'y construit, on pourrait dire, des niches écologiques, bon, encore qu'elle est assez vaste, la nôtre, de niches écologiques, mais la manière dont il le fait renvoie à ce qu'on pourrait appeler l'ordre symbolique. L'ordre symbolique, et c'est, par exemple, un jardin, c'est à la fois du naturel, mais c'est aussi du symbolique. Ou plus exactement, c'est l'expression de l'interaction entre les deux. Alors Bergh développe ça à propos des jardins japonais, des maisons de thé, etc. Alors, ça, on va retrouver ça aussi dans un autre livre très intéressant. Vous voyez que je suis savant en culture japonaise maintenant, qui
qui s'appelle Le temps et l'espace dans la culture japonaise, de Kato Shuichi, qui est un des grands intellectuels du Japon moderne, qui est mort en 2008, qui montre comment l'organisation de l'espace exprime la structure de la vie sociale. Par exemple, c'est lui qui analyse longuement l'espace du pavillon T, dont il montre qu'il est à la fois adapté aux contraintes environnementales, par exemple au climat du Japon. Il est très aéré parce que le climat est un climat humide. Et comment en même temps son développement a été lié à la destruction de l'ordre féodal. Et donc là, on voit bien comment la manière dont les hommes habitent, les constructions qu'ils font, elles sont le résultat de cette interaction entre la nature et les rapports sociaux. Bergk donc part de cette idée que les choses ont un sens, les choses, le monde que nous habitons. Ce n'est pas simplement des choses, elles ont du sens pour nous. Elles ont un sens, mais un sens qui n'est pas défini une fois pour toutes, qui va être modifié par l'histoire. Et il donne des exemples assez intéressants qu'on ne pourra pas développer, mais je vous renvoie encore une fois à cette lecture. Vous trouverez ça, je crois, chez Gibert, vous l'avez, il me semble, le Bergk, en tous les cas, je l'ai trouvé là-bas. Il montre que, par exemple, un Japonais et un Européen définissent sans doute la même chose lorsqu'ils parlent de ville. Mais la ville, pour un Japonais, n'a pas le même sens que pour un Européen. Les deux interlocuteurs ont parfois d'ailleurs du mal, ils racontent ça à propos des colloques internationaux, ont parfois du mal à s'entendre parce que, au fond, évidemment, ils appellent ville, Tokyo est une ville, ça tout le monde est d'accord, mais il ne suffit pas d'avoir désigné Tokyo comme une ville pour que le mot ville veuille dire la même chose aux deux interlocuteurs. Une ville européenne, c'est un lieu délimité, c'est celui de la vie civile. Une ville, originairement, par exemple, la cité grecque, la police, eh bien, le mot même nous dit ce que c'est, ça renvoie au verbe grec polizo, qui veut dire bâtir des murs. Donc une ville, il y a une enceinte. Rome, ce qui fait Rome, de la capitale du monde, c'est que Rome, il y a une enceinte qui la délimite. Et au-delà d'ailleurs des murs, il y a même encore un espace qui est toujours un espace sacré. À Rome, il y avait un espace interdit au travail et au port des armes qui s'appelle Pomerium. Donc, la ville, dans sa construction même, elle délimite un certain type de rapport avec la nature. L'opposition de la nature et de la civilisation, elle est pour nous inscrite dans la construction même de nos villes. Alors qu'il n'y a rien de tel dans la ville japonaise, ainsi que l'explique Bergk, elle n'est pas du tout conçue comme quelque chose de non naturel, mais elle s'intègre dans la nature. Et parlant donc d'un colloque entre Français et Japonais autour de la question de la ville, Bergk note les contributions japonaises, par exemple, parlaient souvent de la nature, tandis que les Français y faisaient peu référence. La ville était même, normalement, pour nous, souvent le contraire de la nature. Moi, on m'a dit que quand Perret a reconstruit le Havre, au départ, il ne voulait pas d'arbres. Parce que l'arbre, c'est la nature, et la ville, c'est pas la nature. Bon, depuis, ils ont mis des arbres au Havre. Mais Perret, c'est un architecte qui avait une vision de la ville, qu'il a tenté d'ailleurs de mettre en œuvre, tous les cas au Havre. Bon. La ville des uns n'était visiblement pas celle des autres, ni dans sa consistance géographique, ni dans son statut sémantique, ni dans le mode d'expression de ceux qui en parlaient. Les Français conceptualisant davantage, c'est-à-dire se référant au logos, au concept, à la raison, alors que les Japonais se référaient à la physis. Alors là, Bergk utilise le grand couple grec de la logos, la raison, et physis, la nature. Et donc, Bergk va ensuite relier ce concept d'écoumène à un autre concept qu'il a créé, cette fois, qui est le concept de médiance. Le concept de médiance. Alors, qu'est-ce que c'est que la médiance? Eh bien, c'est le sens du milieu. Le sens de la relation d'une société à son étendue terrestre, autrement dit à la nature, par le biais d'un espace, lequel émane de l'activité humaine et la conditionne à son tour. Nous avons relation avec le monde extérieur par le biais d'un espace qui organise cette relation,
par exemple le fait que nous construisons des bâtiments, des villes, nous avons des moyens pour nous y déplacer, des outils, des engins en tout genre. Alors, cette position de Berck, elle définit donc le milieu comme la relation intrinsèque de l'homme et la nature. Il y a une relation qui est propre à l'homme dans ce rapport homme-nature, et c'est elle qu'il appelle le milieu. Quand nous parlons du milieu, nous, le plus souvent, nous entendons la réalité extérieure dans laquelle nous sommes insérés plus ou moins. Voilà, c'est quelque chose qui nous serait extérieur. Et qui nous reste finalement fondamentalement étranger. Hein, nous avons tendance à représenter l'homme comme une espèce de petite forteresse qui est dans un monde, mais qui pourrait être dans un autre. Alors que Berck dit, au contraire, que le milieu, c'est une relation. C'est pas quelque chose dans lequel on est, c'est la relation de l'homme à la nature. Un entre-deux, entre d'un côté l'individu et de l'autre côté un monde objectif, extérieur à l'action humaine. Et de principe scientifique, donc cette notion de milieu, elle devient explicative de l'action humaine. Dès lors que le milieu est appréhendé comme une relation complexe, on va pouvoir dégager trois niveaux de réalité. Premièrement, il y a un niveau mental, celui des significations. Les éléments naturels ou artificiels ont toujours des significations. La campagne a une signification, les forêts ont une signification, et pas seulement dans les mythologies anciennes. Même encore pour nous, la nature a une signification. Nous ne sommes pas aussi débarrassés que nous le croyons de l'animisme, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il y a une âme dans la nature. Deuxième niveau, qui est un niveau demi-physiologique, qui est le fait que le milieu, il inclut une certaine manière de sentir en commun. C'est un sens commun qui nous fait appréhender les choses dans une société donnée d'une certaine manière. Et puis il y a un troisième niveau, qui est là le niveau physique, qui est inscrit dans l'étendue terrestre. Alors, Berck, en définissant l'action humaine de cette manière, il s'inscrit dans une tradition philosophique plus ancienne. Alors on pourrait la faire remonter à Héraclite, Lao Tzu aussi, mais aussi la tradition de Bergson, selon laquelle la réalité, fondamentalement, c'est un processus. Hein, il n'y a pas d'un côté des choses qui existent, et puis ensuite un mouvement qui leur est appliqué, c'est que ce qui existe d'abord, c'est un processus. Et à une tradition qui oppose le sujet, voilà, l'esprit humain connaissant, et l'objet, ce qui est en dehors de lui, eh bien Berck tente de substituer une conception qui donne une place centrale au passage de l'un à l'autre. De l'objectivité au sujet et du sujet à la réalité objective. Et il renvoie à Bergson. Alors là, je vais peut-être lire un petit passage de Bergson, un peu compliqué, mais qui dit quand même ce qu'il veut dire. La matière, pour nous, est un ensemble d'images. La matière, ce n'est pas quelque chose qui existe en quelque sorte. La matière, c'est un ensemble d'images. Et par image, nous entendons une certaine existence qui est plus que ce que l'idéaliste appelle une représentation, mais moins que ce que le réaliste appelle une chose. L'image, c'est l'entre-deux, justement, entre chose et représentation. Une existence située donc à mi-chemin entre la chose et la représentation. Cette conception de la matière est tout simplement celle du sens commun. Bergson est un philosophe du sens commun. On étonnerait beaucoup un homme étranger aux spéculations philosophiques en lui disant que l'objet qu'il a devant lui, qu'il voit, qu'il touche, n'existe que dans son esprit et pour son esprit, ou même plus généralement, n'existe que pour un esprit comme le voulait Berkeley. Ça, c'est pour l'idéalisme, qui veut que la réalité n'existe que pour l'esprit, et que être, c'est simplement être perçu, comme le disait Berkeley. Mais d'autre part, nous étonnerions autant cet interlocuteur en lui disant que l'objet est tout différent de ce qu'on y aperçoit, qu'il n'a ni la couleur que l'œil lui prête, ni la résistance que la main y trouve. Cette couleur et cette résistance sont pour lui dans l'objet, ce ne sont pas des états de notre esprit, ce sont des éléments constitutifs d'une existence indépendante de la nôtre. Donc pour le sens commun, l'objet existe en lui-même,
et d'autre part, l'objet est en lui-même pittoresque comme nous l'apercevons. Il réhabilite l'idée que le monde, c'est le monde des images que nous avons. On trouve ça, donc, il dit, voilà, cet objet, c'est une image, mais une image qui existe en soi. Ça, c'est dans Matière et Mémoire, un livre passionnant de Bergson. Alors, Bergson se donne pour objectif de renvoyer dos à dos les paradoxes, les apories, les impasses dans lesquelles se sont enfermées les diverses théories de l'esprit, tant matérialistes qu'idéalistes. Soit celles qui font de l'esprit une pure réalité idéale extérieure à la matière, toutes les conceptions qui voient l'esprit comme quelque chose d'en dehors de la matière, et puis aussi bien d'un autre côté celles qui réduisent l'esprit au mouvement de la matière. La réalité à laquelle nous avons affaire, la seule qui a sens pour nous, à dire vrai, ce n'est ni une chose en soi qui existe indépendamment de nous, parce que ce qui existe indépendamment de nous, on est incapable d'en parler. Je ne sais pas si je dis il y a quelque chose qui existe indépendamment de moi, je suis en train de me contredire. Parce qu'en disant il y a quelque chose qui existe indépendamment de moi, j'ai posé que j'ai quelque chose à dire de cette chose qui soi-disant existe indépendamment de moi. Donc je me contredis. Le réel n'existe que parce que nous sommes capables de le penser. Et pourtant il existe sans que ce soit nous qui le fassions exister. Donc, ce n'est pas une réalité indépendante de nous auquel nous avions accès on ne sait trop comment, ni simplement une représentation, c'est pas une rêverie, c'est pas quelque chose que nous avons peint dans notre cerveau. Encore une fois, on est dans l'entre-deux. La réalité, c'est un entre-deux parce que c'est un processus. Et le concept de médiance tel que développe Berck, il renvoie bien à cette idée de processus. La réalité n'est pas d'un côté l'homme isolé, indépendant de son milieu, et de l'autre l'environnement, ce qui est pensable hors de l'homme, à la matière, par exemple, dont le conçoivent les écologistes radicaux, qui conçoivent l'homme comme une espèce de corps étranger qui est venu coloniser, comme un mauvais virus, la déesse Gaïa. Bon. Alors, reprenant également la phénoménologie de Husserl, Berck affirme qu'on ne peut pas comprendre l'esprit humain en dehors de ce flux de perception. Voilà. Pour comprendre l'esprit humain, il faut partir du vécu. Et ce vécu, c'est un flux de perception qui constitue l'esprit humain. C'est la vie proprement dite. La vie, c'est ça. Et c'est ce flux qui donne sens à nos signes et à nos actions. Bon, alors ici, il faudrait développer sur Husserl, ce qui est vraiment impossible aujourd'hui. Bon, mais la pensée de Berck est évidemment ici portée par toute une tradition philosophique de mise en cause de la philosophie occidentale classique, qu'il s'agisse de celle de Platon ou d'Aristote. Voilà. Et ceci va m'amener donc à l'une des principales thèses de Berck. Vous verrez que tout ça, ça nous amène de conceptions théoriques à des conclusions pratiques et politiques, évidemment. Il n'y a de lien social qu'en référence à des lieux, c'est-à-dire en fin de compte à la nature. La relation des sociétés à l'étendue terrestre fonde les relations sociales. C'est pourquoi l'utopie moderne, en abolissant les lieux dans cet espace universel, a ravagé le lien social. Voilà. Là, on est sur les questions vraiment importantes. Le fait qu'on renonce à habiter le monde, qu'on renonce à ce rapport avec le lieu, eh bien, c'est ça qui ravage le lien social. L'idée d'un homme, en quelque sorte, hors sol, arraché à son rapport à la terre, elle interdit en même temps le lien social. C'est pourquoi toute politique sociale, toute politique urbaine digne de ce nom, doit se préoccuper de la qualité des lieux, du paysage en somme, n'en déplaise à tous ceux qui n'y verraient que la surface des choses. Le paysage est essentiel à la société, il la modifie. Vous voyez, donc on part de conceptions théoriques qui peuvent sembler peut-être un peu abstraites, mais elles conduisent à cette idée-là. L'homme existe dans ce rapport, il existe dans sa vie concrète, et cette vie concrète, elle est le rapport à la nature,
Et c'est seulement à partir de là qu'on peut comprendre le lien qui unit une politique de l'environnement, comme on dit, une politique d'aménagement de la ville, une politique des milieux et une politique sociale. Alors cet appareillage théorique, comme vous le voyez, donc, débouche sur bien autre chose que des discussions réservées particulièrement aux géographes ou aux orientalistes. Ça concerne effectivement tous les citoyens. Alors, on pourrait dire que cette critique, Husserl l'avait entamée quand même. Husserl l'avait engagée notamment dans un livre un peu compliqué, mais qui est quand même vraiment important, qui s'appelle La crise de l'humanité européenne, qu'il écrit en 1935, au moment où il a été chassé de l'université, entre autres par son ancien élève Martin Heidegger. Et dans ce livre, et puis il l'avait annoncé aussi dans les méditations cartésiennes, eh bien, Husserl s'interroge sur la conception issue de Galilée et de Descartes, qui réduit la nature à une chose purement spatiale, à quelque chose qui tomberait sous notre main. Et en partant de la question archi-rebattue du lien social, et de la destruction du lien social dans la ville moderne, Bergk se demande comment faire pour que la réalité de la ville soit animée de l'esprit de la cité. Comment faire pour que la réalité de la ville soit animée de l'esprit de la cité. La modernité, nous dit Bergk, ne peut pas donner de réponse à cette question. Ça signifie, si elle ne peut pas donner de réponse à cette question, qu'il faut penser autrement, qu'il faut d'un certain point de vue rompre avec toute une tradition de la pensée. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas répondre à cette question? Eh bien, Bergk dit qu'elle ne peut pas, de par l'alternative qu'elle a fondée. D'un côté, le monde physique dur et objectif de la chose en soi, de l'autre, le monde phénoménal qu'imprègne diffusément notre subjectivité. Cette alternative prétendant vider les choses de l'intersubjectivité humaine, les choses existeraient comme ça en dehors de nous, les a effectivement réduites à une collection d'objets manipulables et mesurables. Ça, quand on lit ça chez Bergk, on dit il a lu Husserl, il n'y a pas de problème. Du même pas, elle concentrait et exaltait dans le sujet individuel toute la charge qui auparavant s'équilibrait trajectivement, c'est dans l'aller-retour, ça c'est un des néologismes de Bergk, trajectivement entre les hommes et les choses dans leur milieu. D'où ce résultat paradoxal en apparence, la modernité, assise pourtant sur l'objectivité des sciences de la nature, a donné libre cours dans l'aménagement de nos territoires et de nos villes à tous les fantasmes de l'esprit, effectivement, dès lors qu'il est découplé des choses, donc découplé des gens. Les horreurs qu'on a pu voir, notamment dans un certain urbanisme contemporain, eh bien, viennent précisément de cette idée que nous ne sommes pas dans cette relation avec la nature, mais que nous en sommes dégagés, que nous organisons ça à notre gré, à notre fantaisie. Nous pouvons poser des cubes ici, mettre des autoroutes là, etc., au fur et à mesure de notre imagination. Et ce que montre bien Bergk, c'est que cet objectivisme de la science se paye d'un subjectivisme exacerbé, de l'idée qu'au fond, l'homme est un maître absolu, il est seigneur total et il n'a aucune relation avec son environnement. Il vit dans un monde qui s'est créé lui-même, dans un monde qui n'existe pas. C'est par exemple tout ce qui se développe aujourd'hui autour de cette idée de monde virtuel, autour d'Internet par exemple, et les divers fantasmes auxquels ça donne lieu. Bon, alors il y aurait beaucoup de choses à développer encore sur ce texte, mais on comprend bien le propos de l'auteur. En face d'un monde mathématisé et prévisible, celui des sciences de la nature, eh bien on a une subjectivité toute puissante, saisie par la démesure, et ce qui caractérise, c'est bien la démesure. Et la destruction du monde physique où vivent les hommes, de notre écoumène, est en même temps la destruction de la sociabilité humaine. À bien des égards, on peut penser que nos outils techniques de communication sont que des outils. Ce serait bien si c'était que des outils. Après tout.
pourquoi pas. Internet va plus vite que le pigeon voyageur, c'est tout. Mais ça fait le même travail. Le problème, c'est que autour est en train de se construire autre chose, et qu'il y a une véritable anti-société. Et je crois que ça mérite d'être réfléchi. Ça n'est pas inévitable, hein. Ça n'est pas inévitable. Il y a peut-être un moyen aussi, en quelque sorte, d'apprivoiser ces machines, d'arriver à habiter avec elles. Mais il faut au moins se poser la question. Au moins se poser la question. Et il ne s'agit pas de penser l'environnement ou de donner carte blanche à une espèce d'écologie technocratique, mais de penser en termes de relations sociales et d'habitation du monde. Parce que notre premier problème, c'est de savoir comment garder ce monde habitable, vivable, simplement. Alors voilà, concernant les thèses de Berck, hein. Bon, c'est peut-être un peu compliqué, moi j'ai un peu de mal à essayer de présenter ça de façon à la fois dense, bon, peut-être on pourra y revenir dans le débat. Alors deuxième approche, c'est celle qu'on pourrait appeler d'une psychologie écologique, hein, ou l'entrée du principe écologique dans la psychologie. Alors ça, c'est l'approche de Tetsuya Kono, qui est un philosophe plutôt spécialisé dans la psychologie, dans la théorie de la connaissance, dans la philosophie de l'esprit et dans la phénoménologie. Il a notamment publié toute une série de travaux sur un de nos philosophes français qui est Maurice Merleau-Ponty. Notamment, il s'est intéressé aux travaux de Merleau-Ponty sur la structure corporelle. Il a publié en anglais des livres sur Merleau-Ponty qui ne sont pas traduits en français. Bon, ça c'est sur l'état de notre édition, qui n'est pas très florissant, et notamment des traductions. Mais c'est vrai que la culture, hein. On vend des avions chinois, c'est plus important. Bon. Alors, qu'est-ce que propose Tetsuya Kono? Il propose une philosophie du mental écologique. Alors ça paraît une chose assez mystérieuse d'un premier abord. Je vais essayer de la résumer la plus simplement possible. Alors, Tetsuya Kono, il part d'une définition qui est celle du père putatif de l'écologie, qui s'appelle Ernst Haeckel, hein, qui était un savant allemand de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui a été un des grands propagateurs du darwinisme, hein, beaucoup de gens ont appris Darwin en lisant Haeckel, notamment dans le monde allemand, hein, à la fin du XIXe siècle. Donc, l'écologie d'après Haeckel est une recherche biologique sur la relation entre l'animal et l'environnement. Et Tetsuya Kono va repartir, lui, d'un psychologue américain qui s'appelle James Jerome Gibson, qui a introduit le principe de l'écologie dans la psychologie de la perception et établi une approche écologique du monde perceptif. Alors, le point de départ, c'est cette conception que Tetsuya Kono appelle de l'esprit étendu, qui est tirée des travaux de Gibson et qu'on trouve aussi notamment dans un article de 1999 de David Chalmers, qui est un philosophe de l'esprit américain. Alors, l'esprit étendu, pour ça il faut dire quelques mots de la philosophie de l'esprit pour comprendre ça. On peut faire remonter la philosophie de l'esprit au grec. La philosophie de l'esprit, elle s'intéresse au rapport entre le corps et l'âme, hein, ce que les anglo-saxons appellent mind-body problem. Par exemple, Platon considère que l'âme est séparée du corps, elle est seulement temporairement emprisonnée dans le corps. J'en vois qui sourit dans la salle. Est-ce qu'ils connaissent ça? Bon. Inversement, Épicure, lui, considère que l'âme et le corps sont inséparables, puisque l'âme est aussi matérielle que le reste du corps. Simplement, l'âme, elle est composée d'atomes comme le corps, mais des atomes plus petits, qui bougent tout seuls et qui n'arrivent pas à se relier entre eux. Donc, ils sont enfermés dans notre corps, et en bougeant sans arrêt, ils nous font bouger. Évidemment, c'est pour ça qu'ils nous animent. Donc, ça s'appelle bien une âme. Mais, évidemment, dès l'instant où la camarde passe et nous fauche, eh bien notre corps se défait et les petits atomes qui étaient emprisonnés dedans vont s'éparpiller dans la nature et ils iront recomposer, le cas échéant, d'autres âmes.
Bon, voilà. On peut dire qu'Épicure, après Démocrite d'ailleurs, est l'inventeur de la conception soutenue par Jean-Pierre Changeux, qui veut que l'homme ne soit qu'un homme neuronal. Hein. Jean-Pierre Changeux dit la notion d'esprit est une notion inutile, on peut s'en débarrasser, l'homme est un homme neuronal. Donc en gros, on aurait le choix, selon la manière dont le problème a été posé dès les Grecs, entre deux conceptions. Vous avez à ma droite ceux qui séparent le corps et l'âme, dualistes et idéalistes invétérés, et puis à ma gauche les matérialistes qui considèrent que l'âme ça existe à peine, c'est qu'un mauvais nom pour désigner certaines fonctions du corps. Bon, alors ces deux conceptions, elles nous conduisent, j'en suis de plus en plus persuadé, de paradoxe en absurdité. Il se trouve que j'ai consacré à ce sujet un livre il y a déjà quelque temps qui s'appelle La matière et l'esprit, dans lequel j'étais arrivé à cette conclusion. Je pense qu'on peut à la fois pas tenir l'idée que l'âme est séparée du corps. En tous les cas, ça pose tellement de problèmes, même ce pauvre Descartes s'en était rendu compte. Hein. Et comme c'est un philosophe honnête, quand il voit qu'il y a un problème, il vous le dit. Et si on lit bien Descartes, il le dit, il y a un problème, il le sait. Simplement, bon, ça l'embête d'y renoncer, mais il le sait. Et puis, d'un autre côté, la conception purement matérialiste me semble également intenable. Intenable. Je pense que si vous réduisez le corps à de la matière en mouvement, eh bien, la pensée devient impossible. La notion de vérité n'existe plus, et je crois que c'est tellement contre-intuitif qu'il vaut mieux renoncer à une théorie de ce genre. Le matérialisme fort, celui qui dit il n'y a pas d'âme en dehors du mouvement de la matière, ce matérialisme fort est intenable. Il a pourtant été soutenu par d'éminents auteurs, dont certains qui sont chers à mon cœur, comme ce bon Denis Diderot, et qui a d'ailleurs par ailleurs dans ce domaine des anticipations absolument géniales. C'est pas la peine de lire les neurologistes actuels, hein. Vous lisez Le rêve de D'Alembert, il y a tout déjà dedans. Hein. Depuis, on n'a rien ajouté. On n'a rien ajouté à ce que dit Diderot. Et c'est dire pourquoi je crois que c'est une conception intenable à long terme, parce qu'on n'est pas été capable de faire un progrès. Si c'était une conception scientifique, on aurait dû faire des progrès. Or, on a fait zéro progrès. Bon. Alors, avec Gibson, Tetsuya Kono, il a exploré une autre voie qu'on trouve déjà chez Bergson, aussi, qu'on trouve aussi dans certains passages de Wittgenstein, dans le Cahier bleu. Alors, cette autre voie que Tetsuya Kono tire de Gibson, elle repose sur deux idées clés. Première idée, la perception n'est pas un mécanisme représentatif. C'est-à-dire, la perception ne consiste pas à se faire des photos dans la tête. Voilà, c'est ça le mécanisme représentatif. Je perçois, et puis ça me fait une image dans la tête. Une représentation. Deuxième proposition, le réel n'est pas composé d'êtres, mais d'événements. Alors, on a l'habitude donc de représenter la perception comme une représentation mentale, une affaire interne. Les choses physiques sont perçues par l'intermédiaire des sens. Et cette manière de voir, dans la manière même dont on pose le problème, est dualiste. Vous avez d'un côté le monde des choses, puis de l'autre côté le monde des représentations. Vous avez d'un côté le monde matériel, de l'autre côté le monde spirituel, etc., etc. Et à la fin, si vous trouvez que l'âme et le corps sont séparés, c'est normal, puisque vous les avez posés séparés au début. Généralement, quand on pose quelque chose au début, si on ne fait pas trop de fautes logiques, on le retrouve à la fin. Mais on n'a rien démontré, soit dit en passant, puisque ce qu'on voulait démontrer, on l'a présupposé comme étant vrai dès le départ. Il serait donc fort étonnant d'ailleurs qu'on arrive à autre chose. Et puis, si on admet ça, il va falloir se poser des questions insolubles du type comment nos représentations mentales peuvent-elles coïncider avec le monde physique? Vaste mystère, hein. Vous n'en savez rien, moi non plus. Je ne vois pas comment je peux être certain que ma représentation correspond avec le monde physique. Alors là, vous êtes parti dans des histoires dont on ne sort plus. Il faudrait pouvoir sortir de son propre esprit, être au-delà de son propre esprit, regarder ce qu'il y a dans votre représentation, regarder le monde de l'autre côté, et puis dire bingo, les deux collent. Mais ça, c'est évidemment impossible, sauf pour Dieu. Il y a Dieu qui peut nous regarder dans la tête, puis regarder le monde et dire bon, bah celui-là, il ne s'est pas trompé. Mais si vous partez pas comme ça, vous n'en sortez pas.
Hein, ce qui fait d'ailleurs que toutes les idées de la vérité comme correspondance de la pensée de la chose sont apparemment très simples. Hein. La neige est blanche si et seulement si la neige est blanche, mais en réalité c'est d'une obscurité insondable. Bon, et puis après tout, on pourrait se dire, si on continue sur ce mode, que nous vivons non pas dans le monde réel, mais un monde halluciné. Hein, la vie est un songe, après tout. C'est aussi la question que pose Descartes, après Calderon. Si nous ne sommes pas comme un cerveau dans une cuve à qui un ordinateur malicieux procure des représentations de la vie, hein, comme dans Matrix. Bon, sachant que Matrix, c'est un film, mais le film a été le thème du film, j'allais dire le scénario, en tous les cas, l'idée de ce scénario, n'est pas du tout de la part des auteurs de Matrix, ils ont piqué ça dans la philosophie analytique américaine. Le cerveau dans la cuve, on trouve ça chez Hilary Putnam, Robert Nozick, 20 ans avant le film. Hein. Et puis au fond, l'instigateur du film, c'était déjà Descartes. Bon, voilà. Qui est un auteur de science-fiction absolument remarquable. Hein, pour ça, c'est ça qui fait un grand génie d'ailleurs, Descartes. C'est pas que la philosophie de Descartes soit vraie, c'est sa productivité dans tous les sens qui est intéressant. Alors, Gibson, et donc Tetsuya Kono, tranche dans le vif. Pour lui, nous percevons bien directement la réalité, parce que la perception est une collecte d'informations, et c'est une action, et nous ne sommes pas dans une attitude purement réceptive. La perception est une sorte d'interaction, c'est une boucle entre le sujet et son milieu. Contre l'opposition donc classique entre objectif et subjectif, on retrouve ici la notion de milieu, c'est-à-dire dans son sens premier d'entre-deux, ou pour parler comme Bergk, de médiance. Et d'ailleurs, cette conception ne vaut pas seulement pour l'homme, elle a cet avantage de pouvoir valoir aussi pour les animaux. Les animaux, ils perçoivent aussi le monde tel qu'il est, et à ce moment-là, vous n'avez plus besoin de vous demander si les chiens voient le monde comme nous. Ça devient une question sans intérêt. Le problème, c'est que les chiens, ils agissent dans un monde, ils interagissent et ils perçoivent ce monde, et puis nous aussi, on interagit à notre manière dans ce monde. Et la question de savoir quelle est la nature des représentations, est-ce que quand moi je vois, je sais pas, moi une chaise, est-ce que le chien voit une chaise comme moi je vois une chaise, devient une question privée d'intérêt. Voilà. Alors, Tetsuya Kono fait remarquer que cette conception classique représentationnelle suppose que le monde est peuplé de particules indépendantes dans un espace vide. Voilà. Cette idée que ce que nous faisons une photographie du monde extérieur, elle renvoie à une certaine ontologie, c'est-à-dire le monde est composé de choses indépendantes, les petits atomes, dans un espace vide. Et ça, c'est, Tetsuya Kono dit, l'ontologie newtonienne, c'est le monde de Newton. Et alors, à cette conception du monde, de conception du réel, pas du monde, pardon, Gibson et Tetsuya Kono proposent de substituer une ontologie de l'événement. Ontologie de l'événement. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une ontologie de l'événement? On va le comprendre assez facilement. Il suffit de prendre le temps de réfléchir à ces choses-là. L'ontologie de l'événement, c'est la théorie qui maintient que l'entité la plus fondamentale dans le monde est un événement. Ce à quoi nous avons affaire, ce sont des événements. Une substance isolée absolue comme un atome est plutôt une abstraction de ces réalités premières. Au fond, un atome, c'est quelque chose que nous concevons par l'esprit à partir des événements par lesquels, les événements qui surviennent, et nous faisons résider la source de ces événements, leur cause, dans une chose qu'on appelle atome. Mais un atome, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, un atome. Un atome, c'est un concept qui nous permet de maîtriser la matière, mais en lui-même, ça n'existe pas. C'est nous qui avons défini ça comme un concept opératoire qui marche bien. La preuve, on en fait des bombes atomiques et des centrales nucléaires, donc ça marche. Mais ça n'est pas l'existence première. Ce qui existe véritablement, ce sont des événements. Les atomes, c'est une abstraction de cette réalité première. Le temps absolu, l'espace absolu,
et les autres propriétés catégoriales, hein, c'est-à-dire toutes les modalités, possibilités, impossibilités, etc., sans aucune condition, sont aussi une abstraction d'un événement. Ils sont seulement des concepts et non pas des entités réelles dans le monde. Voilà. Alors, cette idée que l'événement est ce qui est le plus fondamental dans le réel, et pas les atomes ou les quarks, hein, cette idée de l'événement comme la réalité la plus fondamentale, on peut peut-être la faire remonter à certains passages d'Aristote qui a cette intuition. Il a souvent beaucoup d'intuition aussi, Aristote. On la retrouve évidemment chez Bergson, et puis on la retrouve aussi chez un philosophe anglais qui s'appelle Alfred Whitehead, qui avait coécrit avec Bertrand Russell le grand livre du début du XXe siècle qui s'appelle Principia Mathematica, hein, qui est une espèce de compendium de la logique et des mathématiques modernes. Et Whitehead a ensuite écrit un livre assez difficile qui s'appelle Procès et réalité. Et l'idée de Whitehead est la même, c'est-à-dire que la réalité est d'abord un processus. Elle est d'abord du mouvement, elle est d'abord de l'événement. Et que les choses fixes dont nous traitons en physique, par exemple, hein, les atomes, les quarks, les bosons, les leptons et tout ce que vous voulez, eh bien tout ça, ce sont les résultats d'abstraction de la pensée. Voilà. Alors, donc, encore une fois, Tetsuya Kono n'invente pas grand-chose. Ce qui est nouveau, c'est qu'il met bout à bout des choses qui avaient été développées chacune dans leur coin. Et il va tenter une synthèse. C'est ça qui est intéressant, évidemment. Synthèse de choses qui, pour l'instant, étaient restées un peu des pistes qui mènent nulle part. Par exemple, la philosophie de Whitehead est restée presque orpheline dans le XXe siècle. Alors peut-être c'est la difficulté de son livre qui a fait que ça n'a pas été beaucoup poursuivi. Bergson, c'est pareil. Bergson, il est resté presque une espèce de rameau de la philosophie européenne, sans beaucoup d'héritiers. Alors, de cette ontologie nouvelle, on peut déduire que l'essence de l'être humain, ce qu'il est par lui-même, réside dans cet effet de boucle interactif entre l'humain et l'environnement. Ce qui fait l'essence de l'homme, c'est cette interaction avec l'environnement. Il n'existe que dans le rapport avec ce qui n'est pas lui. Il ne peut pas exister indépendamment de ce rapport. Alors, je vais passer tous les développements de Tetsuya Kono pour aller droit au sujet. Je vais encore faire un détour par Gibson. Faire un détour par Gibson. Pour que vous compreniez peut-être un peu mieux cette histoire d'interaction. Gibson développe une théorie qu'il appelle, je le prononce en français, théorie des affordances. De toute façon, il n'y a pas de traduction française, donc on prend le mot anglais et on le francise, théorie des affordances. Alors, il s'agit d'un terme technique de psychologie qui signifie capacité d'un environnement à suggérer une action appropriée à la situation. Vous voyez bien la manière de renverser le problème. C'est l'environnement qui nous suggère des actions possibles. Alors, voici comment ce concept d'affordance est défini dans la conférence de Tetsuya Kono. C'est pareil, Gibson, trouve Gibson en français, il faut se lever de bon matin. Bon. Par exemple, une fine couche de glace permet de tomber dans l'eau, selon le raisonnement, on marche dessus. Et pour renverser la manière habituelle de poser le problème. La glace se fend, on tombe dans l'eau. Une épaisse couche de glace permet qu'on marche dessus. On peut marcher dessus, entre autres parce qu'elle permet le déplacement et le soutien. Certes, le degré d'épaisseur nécessaire dépend du poids de l'animal. Le fait d'utiliser un couteau fait naître la possibilité de couper quelque chose. De fait, que les aliments peuvent fournir des nutriments naît la possibilité qu'on mange des aliments. Ils deviennent des nutriments. Du fait qu'un serpent peut mordre, naît la possibilité qu'on s'approche du serpent, il s'en déduit, il peut mordre. Voilà. Donc l'environnement offre des possibles. Et ces possibles, ils vont être actualisés plus ou moins suivant la manière dont l'individu va les actualiser. Mais c'est l'environnement qui offre des possibles. Donc si vous partez de cette manière, vous voyez bien qu'on ne peut plus mettre le sujet roi, nous-mêmes, l'homme,
seigneur et maître de la nature au point de départ, on est bien obligé de dire l'homme est son environnement. Alors, encore une fois, cette théorie qui vaut pour les hommes vaut aussi pour les animaux. Hein. Et Tetsuya Kono précise qu'il faut comprendre l'affordance comme il s'y convient, c'est-à-dire comme quelque chose d'inhérent à la nature, un potentiel toujours disponible pour être réalisé, et elle rend possible sans contraindre, ce qui nous permettrait peut-être de régler une bonne fois pour toutes cette épineuse question de la liberté, qui est incompréhensible si on réduit l'homme simplement au sujet isolé. Alors, l'affordance permet également de ne plus faire passer la distinction essentielle entre artificiel et naturel. Et donc, on va pouvoir construire derrière une pensée qui va traiter de la même manière notre environnement technique et notre environnement naturel. Hein, au lieu d'opposer la technique et la nature, de passer son temps à se creuser les méninges pour savoir ce qui est naturel, ce qui ne l'est pas, est-ce que les hirondelles, quand elles font un nid, c'est la nature ou c'est de la technique, et autre chose avec lesquelles on embête les élèves de classe de terminale, il faut bien le dire, eh bien, on pourrait se débarrasser de tout ça. Par exemple, une branche rend possible l'action du chimpanzé qui s'en saisit pour atteindre l'objet de sa convoitise, hein. Mais un manche de râteau pourrait faire le même effet. Voilà. Et on ne peut pas, dans l'habitat des animaux, il y a des composants fabriqués par les animaux et ceux qui étaient présents avant. Et il en va finalement de même pour les hommes. Hein, et ça nous permet d'éliminer, encore une fois, beaucoup de faux débats, que par ailleurs l'éthologie animale est en train d'éliminer de fait, hein, puisqu'on s'est aperçu qu'il y a une certaine technique des singes, et puis qu'il y a beaucoup d'autres techniques, mais il y a même de la technique des grands singes, parce qu'ils sont capables d'inventer, et pas simplement de reproduire des comportements instinctifs, et sont capables également de les léguer à leurs petits. Donc, tout ça, ça ne surprend pas un partisan de la théorie de l'évolution, parce qu'on devait bien se dire que finalement, si nous sommes qu'un des maillons de la chaîne, on doit trouver des choses qui sont chez nous, chez nos prédécesseurs, ou chez nos cousins. En tous les cas, chez tous ceux de la famille, il peut bien y avoir des points communs. Comme les grands singes, c'est notre famille proche. Alors, l'humanité est le résultat de l'environnement que les humains ont fabriqué au cours de l'histoire. Elle, à la fois, l'environnement produit les hommes, mais les hommes produisent l'environnement. Hein, c'est une relation, on va prendre des grands mots, c'est une relation dialectique. À partir de cette thèse, on peut développer une philosophie sociale originale. Hein, l'esprit n'est plus enfermé à l'intérieur du sujet, l'esprit n'est pas dedans, hein, mais il est bien l'esprit étendu, un esprit qui existe dans cette interrelation entre l'homme, son environnement et les autres hommes. Et du même coup, ça permet d'écarter la forme dominante aujourd'hui qui fait de l'individu le sujet roi, le calculateur rationnel de la maximisation de son utilité selon cette construction si chère aux économistes, hein, le célèbre Homo economicus. Il y a un gros avantage de ne pas exister, donc on peut dire absolument ce qu'on veut de lui et construire des modèles extravagants autour de cet Homo economicus inexistant, et puis ensuite de ruiner à peu près la moitié de la planète avec ces modèles extravagants. Bon, alors, Tetsuya Kono s'intéresse donc principalement aux conséquences éthiques de cette approche. L'identification de l'esprit au cerveau est largement, c'est-à-dire la conception matérialiste dure, elle est largement adoptée par les neurosciences et elle pose toute une série de défis de nature éthique. Hein. Par exemple, ceux qui travaillent sur l'amélioration des performances cérébrales, sur la lecture du cerveau, comment faire une machine qui puisse lire dans vos pensées. Rien que d'y penser, je pense qu'on devrait mettre les gens qui s'occupent de ça immédiatement en prison. Alors, face à ces développements, Tetsuya Kono s'inscrit dans un courant qui réclame une neuroéthique. Une neuroéthique, mais sa conception de l'esprit étendu, celle selon laquelle l'esprit existe effectivement dans le complexe des relations entre le cerveau, le corps et l'environnement, eh bien, elle a l'avantage de toucher de plein fouet le projet des neurosciences.
Voici ce que dit Tetsuya Kono. Il dit, si cette conception est vraie, non seulement le projet de la lecture du cerveau, mais aussi la théorie de l'identité esprit-cerveau que les neuroscientistes présupposent sont des erreurs fondamentales. Ils sont des préjugés internalistes, c'est-à-dire ceux qui réduisent l'esprit à l'intérieur, aux yeux de l'esprit étendu. Autrement dit, et c'est peut-être un argument plus fort que les autres, celui-là, Tetsuya Kono dit que les avantages prétendus des recherches sur le cerveau risquent tout simplement de ne pas exister. Mais que ces recherches, en revanche, s'inscrivent, et ça, Tetsuya Kono attire l'attention là-dessus, dans un contexte idéologique. Il dit donc que les neurosciences, c'est l'idéologie. Parce qu'elles correspondent à la psychologisation générale qui marque nos sociétés. La psychologisation, dit-il, je ne sais plus si je l'ai pris, voilà, je lis la citation parce qu'elle me semble vraiment intéressante. C'est une tendance de la pensée qui cherche la cause de tout comportement problématique dans l'esprit et l'intériorité de l'individu. Par exemple, on va repérer dans l'esprit des enfants de 3 ans, si c'est des hyperagités, pour leur faire déjà un petit parcours de vie prédéterminé. Voilà. Elle tend à réduire tous les problèmes sociaux et politiques au niveau de l'esprit et du comportement individuel. Selon cette pensée, ce sont les psychologues et les psychiatres qui auraient le pouvoir de résoudre tous les problèmes que la société connaît. Bien vu, bonne critique. On est vraiment au cœur de nos problèmes. Là encore, j'évoque à l'instant cette idée qu'on va détecter dans l'esprit des tout petits si c'est des voyous en puissance. À 2 ans, voilà, on va mettre une étiquette voyou. Donc à surveiller. C'est plus qu'un projet tout de même tout ça. Et puis l'intervention de la psychologie à tous les étages. Les gens se suicident dans une entreprise que je ne citerai pas. C'est une affaire psychologique? Alors c'est une affaire sociale. C'est une question de relations sociales. C'est parce que leur environnement au sens large, leur environnement humain est devenu inhabitable, au sens propre du terme, parce qu'ils peuvent se balancer de la fenêtre de leur bureau en pleine réunion. Et c'est pas de la psychologie. C'est pas à l'intérieur d'eux qu'il y a le problème. Le problème, il est dans l'interaction entre eux et l'environnement. Et s'il y a quelque chose à soigner, c'est l'environnement, en l'occurrence. Donc, selon cette pensée qui dit que les psychologues et psychiatres pourraient résoudre tous les problèmes, c'est aussi ce qu'on trouve. À chaque fois qu'il y a quelque chose qui va mal, on envoie des équipes de psychologues chargées de faire passer la pilule, en gros. Voilà. Et donc, on voit que la question, la conception de l'esprit étendu, elle a l'avantage de repolitiser toutes les questions sociales, alors qu'on les a dépolitisées en les reportant sur l'individu. Le drame de l'individu, il redevient une question sociale, il redevient une question politique. Parce que nous sommes dans l'environnement. Et cette approche écologique de la psychologie sociale, je ne finirai jamais aujourd'hui, cette approche écologique de la psychologie sociale conduit à une nouvelle formulation des questions sociales et culturelles proprement dites. Il s'agit pour l'homme de construire sa niche écologique, c'est-à-dire la manière dont vit l'animal humain, et de ce point de vue, c'est ce point de vue qui voit la culture et la civilisation comme un processus d'autodomestication. Et technique et production, donc, n'ont rien de neutre. Les choix techniques ne sont pas des choix instrumentaux qui seraient indifférents, ils renvoient à des choix sociaux, ils renvoient à une certaine conception de la manière dont nous allons habiter le monde. La psychologie écologique, dit encore Tetsuya Kono, peut analyser concrètement comment le pouvoir politique ou social régule et contrôle le comportement du peuple à travers la modification et l'arrangement de l'environnement. Savoir comment le pouvoir politique et social régule et contrôle le comportement du peuple. Analyser ça et en tirer les leçons. Voilà. Donc concernant Tetsuya Kono, pour la dernière partie, je vais aller beaucoup plus vite. Alors, l'écoéthique proprement dite, eh bien, elle va aborder, elle, la dimension plus spécifiquement morale. Et c'est Tomonobu Imanishi qui en a été le grand instigateur. Alors, là, c'est beaucoup plus simple, en fait, que là, un peu plus vite. La base de la pensée d'Imanishi, c'est la suivante. Il dit, en gros, il dit l'humanité a connu une première révolution éthique
dont Aristote et Confucius seraient en quelque sorte les figures emblématiques, quelques siècles avant l'ère chrétienne pour nous. Hein. Et c'est une révolution dans laquelle on a substitué aux valeurs guerrières, hein, un homme bon, c'est un guerrier. Vous lisez ça dans l'Iliade et l'Odyssée. Les héros sont des guerriers. Et c'est le fait des bons combats qui vous donne la valeur suprême. C'est pas autre chose. Tiens, c'est Nietzsche, je crois, qui avait bien vu ça aussi. Évidemment. Bon, et dit, ce qu'a fait le 4e, 5e siècle, 5e, 4e siècle pour nous, et l'époque de Confucius en Chine, c'est à peu près pareil, hein, c'est à peu près un moment assez intéressant, qu'ils aboutissent d'ailleurs à des conclusions presque semblables, avec des environnements sociaux, culturels différents, et dans des pays qui ne se connaissaient pas hein, à l'époque. Bon. Et on va remplacer ça par les valeurs de la sociabilité humaine et du respect, hein, ce qu'on trouve aussi bien dans l'éthique de Confucius que dans celle d'Aristote. Donc, premier constat, on a eu une première révolution éthique. Et Imamishi dit, il nous en faut maintenant une deuxième. L'évolution des techniques nous oblige à penser une nouvelle éthique qui prenne en compte nos rapports avec la nature et avec les systèmes techniques. L'impact des activités humaines sur le milieu naturel était très faible dans les sociétés traditionnelles, et cette question n'apparaissait pas, mais aujourd'hui, à l'évidence, elle devient dominante. Alors, Imamishi présente ainsi les choses, il dit, il y a bien dans l'histoire humaine des phases d'invention de vertus. Voilà, les vertus, ça s'invente, c'est pas éternel. Des phases d'invention de vertus qui remettent en cause l'axiologie, donc la théorie des valeurs du passé, et les fondements moraux qui ont précédé. Les vertus, elles apparaissent historiquement. Alors, par exemple, Imamishi note la notion de responsabilité, que nous croyons presque éternelle, hein, la notion de responsabilité, eh bien, elle apparaît en fait à l'âge moderne. La responsabilité, fondamentalement, elle est théorisée au XVIIIe siècle, aussi bien sur le plan juridique que sur le plan moral. Les transformations profondes de notre environnement technologique, par exemple la commande à distance, la communication médiatisée, avec toutes les technologies du numérique, eh bien, aujourd'hui, nous obligent à inventer de nouvelles vertus et de nouvelles valeurs morales. Voici ce que dit Imamishi, il a la possibilité de contrôler à distance l'ouverture de notre voiture, de la porte d'entrée de notre appartement, de notre téléviseur, est un élément de puissance symbolique qui s'étend à tous les niveaux de notre vie quotidienne. En plus du contrôle, ce qui est loin devient proche. Hein, donc on change notre rapport au monde. Les médiations technologiques créent ainsi des formes virtuelles de proximité. Cependant, ce voisinage technologique est tout à fait différent du voisinage classique qui permettait le face-à-face et l'interlocution directe. Hein, on voit bien que la technologie bouleverse les relations sociales et va nous obliger à penser de nouveaux devoirs, une nouvelle doctrine morale. Dans le voisinage moderne, de la cohésion technologique, les voisins sont mutuellement invisibles à cause de la distance qui les sépare. Cette séparation physique, surmontée par l'efficacité technologique, si elle a des effets considérables en termes de recréation de liens sociaux ou affectifs, peut en même temps amoindrir une certaine attention, un certain souci d'autrui. Développons par exemple une analyse de la communication Internet autour de ça, on s'en rendra compte tout de suite. Vous êtes rapproché de tout le monde, vous parlez, par exemple, avec le professeur, c'est celui de la chrono par Internet. Voilà, donc le monde est devenu d'un seul coup proche, et en même temps, les autres existent beaucoup moins. Il suffit de regarder, par exemple, comment se passent les conversations sur Internet, les échanges sur les listes d'échanges. Eh bien, comme nous ne sommes plus retenus par le face-à-face, et par ce que le visage de l'autre nous impose comme respect, eh bien très vite, ça devient impossible. Le moindre mot de travers est mal pris, et puis de fil en aiguille, généralement, les gens se fâchent. Et la communication Internet s'avère la non-communication. Et au lieu de nous rapprocher, elle nous sépare. Les liens de civilité, dit encore Imamishi, ne sont pas les mêmes avec une personne inconnue jointe par téléphone dans une ville éloignée et la même personne dans une situation de réelle proximité. On ne lui dira pas les choses de la même façon. On manquera plus facilement de respect dans le premier cas.
Cela ne veut pas dire que les technologies provoquent les préjudices que l'on peut infliger à autrui, mais cela signifie qu'elles contribuent à neutraliser certains sentiments qui accompagnent en principe les actes que nous accomplissons dans la réalité. Notre responsabilité aujourd'hui est donc d'intégrer cet état de fait pour décupler notre capacité d'imaginer les désordres que nous sommes susceptibles de provoquer avec des médiations technologiques qui nous rendent invisibles. Nous devons apprendre à mieux évaluer nos actes à distance, ne pas être dépendants de ce qui est permis de faire par les technologies. Ne pas être dépendants de ce qui est permis de faire. C'est les possibilités dont nous devenons dépendants. La possibilité technique doit appeler à une évaluation morale et s'accompagner d'un niveau de responsabilité qui soit proportionné à la puissance qui est désormais entre nos mains grâce aux moyens technologiques dont nous disposons au quotidien. Ici se joue une forme de rénovation de la vertu, de responsabilité, qui s'étend désormais à des actions qui impliquent la virtualité ainsi qu'une certaine invisibilité. Vous voyez, il ne s'agit donc pas de tomber dans la technophobie, de dire voilà, cassez vos écrans plats, jetez vos téléphones portables, prenez une massue pour attaquer votre ordinateur, et que vous rentrez chez vous. Il s'agit simplement d'être conscient de ce que cela implique et de commencer à en penser une nouvelle façon de vivre avec ces choses-là, de façon à maintenir un monde habitable et ne pas être domestiqué par les possibles. C'est intéressant, c'est dit que les possibles, au lieu d'être de la liberté, sont en fin de compte ce qui nous domestique. Bon, voilà, je ne développe pas plus sur ce point, je termine peut-être en parlant, disons, 3-4 mots de Marx. Je dois dire que les considérations, là, ça paraît, après c'était la soirée exotique, j'ai parlé du Japon, c'est très intéressant de s'intéresser à la manière dont les autres voient les choses. La civilisation japonaise ne pense ni le temps ni l'espace comme nous. Et ça, arriver à se plonger un petit peu dans ce genre de réflexion, ça met à distance aussi nos propres préjugés, ça nous oblige à nous remettre en cause. C'est pour ça que de temps en temps, c'est une bonne chose de faire ça. Bon, ces considérations, donc, elles ont l'intérêt de montrer des convergences de toute une série de lignées de recherche qui sont engagées depuis parfois très longtemps, parfois beaucoup moins longtemps. Et si ces convergences existent, c'est peut-être qu'il y a une chance que ce genre de pensée soit raisonnable et puisse gagner un petit peu d'audience. Voilà, il ne faut pas aller beaucoup plus loin. Par exemple, j'ai pointé un peu tous les lieux où Tetsuya Kono rejoint les recherches philosophiques menées ici en Occident, ou combien Berck lit la ville japonaise avec des yeux formés par Husserl. Voilà. Et ça pourrait nous donner à réfléchir sur l'existence d'universaux de l'esprit humain. Parce que la première phase, c'est exotique, tiens, ils ne pensent pas comme nous. Puis la deuxième phase, c'est de se dire, au fond, finalement, on peut penser pareil. Et par conséquent, là où on était dans la différence, on peut récupérer une universalité plus riche. Parce qu'une universalité qui est faite de différences. Alors, justement, pour compléter ça, je pense qu'on peut, dans une certaine mesure, essayer de faire de Marx aussi un penseur de l'éco-éthique. Ma première remarque, donc, me ramène à Marx. Dans tout ce qu'on a vu, qu'il s'agisse de la conception de l'écoumène de Berck, ou qu'il s'agisse de l'interaction homme-environnement comme le lieu même de l'esprit, selon Tetsuya Kono, eh bien, il y a quelque chose qu'on peut retrouver ailleurs. L'homme est un être naturel, il n'est pas un empire dans un empire, ça je vous en parlerai dans quelques semaines. L'homme n'est pas un empire dans un empire, il suit le cours de la nature. Voilà, ça on peut partir de là. Et comme tous les animaux, il ne peut habiter la nature que dans un double rapport, mais tous les animaux sont pareils, d'amitié et de conflictualité. La nature, c'est pas toujours paisible. On avait abordé ça à la deuxième conférence cette année, sur le paysan dans ses rapports avec la nature. Ça avait été souligné cet aspect qu'il y a à la fois de l'harmonie et puis il y a surtout beaucoup de conflits. Bon.
Et c'est ce double rapport qui définit ce qu'on pourrait appeler une niche écologique. Qu'est-ce qui accueille l'existence humaine? Qu'est-ce qui lui offre des possibilités? Qui sont les ennemis? Et comment est-il possible de les vaincre et de s'en prémunir? C'est tout ça à prendre à lire. Deuxième idée, l'homme est un être social et historique. Le rapport avec la nature, il est socialement et culturellement articulé. Ici, je renvoie un bon livre bien ancien, qui est le livre de Gérard Mandel, ça doit dater de 77, 80, je ne sais plus. Gérard Mandel, qui s'appelle La chasse structurale. Et Gérard Mandel, qui est au départ un psychanalyste, montre comment on puisse développer à travers la chasse les chaînes de la socialité. Comment les hommes deviennent sociaux à travers la chasse. Et comment ces activités sociales, à leur tour, réagissent sur l'organisation du cerveau et sur le développement de l'esprit. Et troisièmement, l'édifice de la sociabilité et de la culture n'est jamais émancipé du rapport avec la nature. Le milieu naturel modifié, conditionne à son tour les individus et leurs relations sociales. Alors, Marx a une formule un peu énigmatique, il dit que la nature est le corps inorganique de l'homme. Inorganique de l'homme. Voici ce qu'il dit dans les manuscrits de 1844. Physiquement, l'homme ne vit que de ses produits naturels, qu'ils apparaissent sous la forme de nourriture, de chauffage, de vêtements, d'habitation. L'universalité de l'homme apparaît en pratique précisément dans l'universalité qui fait de la nature entière son corps non organique. Aussi bien dans la mesure où, premièrement, elle est un moyen de subsistance immédiat, que dans celle où, deuxièmement, elle est la matière, l'objet et l'outil de son activité vitale. La nature, c'est-à-dire la nature qui n'est pas elle-même le corps humain, est le corps non organique de l'homme. Donc, cessons de séparer le corps de l'homme et la nature. La nature, elle fait partie intégrante de ce que nous sommes. Il y a les parties intérieures et les parties extérieures. Mais notre être, il est dans cette relation entre les deux. L'homme vit de la nature, signifie que la nature est son corps, dit Marx, avec lequel il doit maintenir un processus constant pour ne pas mourir. Dire que la vie physique et intellectuelle de l'homme est indissolublement liée à la nature ne signifie pas autre chose, sinon que la nature est indissolublement liée avec elle-même. Voilà, dans l'homme, c'est la nature qui est liée avec elle-même, car l'homme est une partie de la nature dont il suit le cours, dirait Spinoza. Donc la nature extérieure à l'homme ne lui est pas extérieure. Elle est la condition de sa vie, et son rapport avec la nature est celui d'un échange permanent. Le travail est souvent défini comme le moyen de ce métabolisme entre l'homme et la nature, de cet équilibre entre l'homme et une nature qui n'est pas la nature de Descartes, qui n'est pas une pure étendue mathématisable, mais qui est bien d'abord un milieu vital. Quand Marx dit que la nature est le corps de l'homme, on est à l'opposé de toutes ces conceptions du monde qui dressent face à face, dans la position respective du maître et de l'esclave, l'homme et la nature. Si la nature est le corps de l'homme, c'est parce que l'homme n'est qu'une partie de la nature. Et si on veut comprendre ce que Marx dit là, je crois qu'il faut remonter à celui que Marx venait de dire quand il écrit ça, de l'annoter, d'en recopier des cahiers entiers, qui est Spinoza. Bon, mais ça, j'en parle la prochaine fois. Dans le vocabulaire qui est le sien à cette époque, Marx souligne quelle transformation le travail dans la société capitaliste fait subir à ce rapport organique de l'homme à la nature. Et là, c'est la transformation du rapport social qui transforme notre rapport à la nature. Tandis que le travail aliéné, dit Marx, rend étranger à l'homme, premièrement la nature, deuxièmement lui-même, sa propre fonction active, son activité vitale, il rend étranger à l'homme le genre, c'est-à-dire le genre humain, il fait pour lui de la vie générique le moyen de la vie individuelle. Premièrement, il rend étrangère la vie générique et la vie individuelle, et deuxièmement, il fait de cette dernière, réduite à l'abstraction, le but de la première, qui est également pris sous sa forme abstraite et aliénée. Alors, voilà, l'homme, il est aliéné, le travail aliéné, aliène l'homme à la nature, voilà ce que dit Marx. On est loin, ici, du Marx productiviste, dont on nous chante régulièrement, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Quand on n'a pas lu Marx, effectivement, dire Marx est un horrible productiviste, c'est lui l'inventeur du plan quinquennal, mais quand on a lu Marx, on ne peut plus dire ça. Voilà. L'homme est rendu étranger à la nature, et du coup, il est rendu étranger à lui-même, puisque la nature, c'est lui.
Et du même coup, il transforme la nature et son être universel en simple moyen de la vie individuelle. C'est-à-dire qu'on renverse le rapport qui devrait exister entre l'homme et la nature. Et voilà, donc cette aliénation de l'homme par rapport à la nature n'est pas seulement un processus qui viendrait de la pensée philosophique, car ce n'est pas la faute à Descartes. On entend bien. Au contraire, ce que fait Descartes, comme les grands philosophes, c'est qu'il prend de manière géniale acte de ce qui est en train de se faire. Et même avant que ça soit vraiment fait, il en voit les débuts et il en prend acte. En second lieu, l'homme en tant qu'il est cet individu étranger à l'homme générique, eh bien, c'est l'individu qui devient étranger à l'être humain en général, étranger à sa propre humanité. C'est l'homme réduit à la fonction d'homo economicus, ou, autre vocabulaire particulièrement obscène, réduit à la fonction de ressources humaines. Hein? Moi je trouve cette étiquette une obscénité sans nom. L'homme est devenu un moyen de la production. C'est normal, si la nature doit être soumise, l'homme doit être soumis comme le reste de la nature. Et il est soumis à ce sujet tout-puissant qui s'appelle Sa Majesté le Capital. Et donc, je crois que par là, on voit qu'il est parfaitement légitime de tirer de Marx une philosophie des rapports de l'homme à la nature et une éthique. Et je crois qu'on peut trouver dans le Capital également beaucoup de passages qui nous mèneraient sur cette même voie et qui font que Marx, je le répète, n'est pas un productiviste au front de bœuf, comme on nous l'a dit, même presque ici même, il y a quelques semaines. Bon, allez, je conclus sur la question de la technique. Nous devons nous reposer la question de la technique. Alors on peut poser le problème, tourner le problème dans tous les sens. Hein. L'homme est essentiellement un animal technique. Le grand paléontologue André Leroi-Gourhan a montré il y a déjà pas mal de temps, parce que moi c'est des livres que j'ai lus quand j'étais en terminale, vous voyez, Leroi-Gourhan donc a montré qu'il y avait une espèce de boucle entre le développement des diverses variétés du genre Homo et les aptitudes techniques et leur développement mental. En fait, le développement du corps, le développement des techniques et le rapport avec la nature vont ensemble. Et c'est encore très bien à lire Leroi-Gourhan, même s'il y a une partie de l'information qui est non pas fausse, mais qui est dépassée, parce qu'on a appris bien d'autres choses depuis. C'est lui, entre autres, qui avait conduit les recherches dans les grottes d'Arcy-sur-Cure dans l'Yonne, donc c'est pas très loin qu'on peut trouver et qui était le premier à voir qu'il y avait des sapiens et des néandertals ensemble, au même endroit et à peu près dans les mêmes couches géologiques. Bon, rapport entre les activités du corps, les activités de l'esprit, qui sont une espèce de boucle. Après tout, comme dirait Spinoza, qui a un corps apte au plus grand nombre d'actions, a un esprit dont la plus grande partie est éternelle. Bon, alors, je crois qu'il est nécessaire de rejeter tout ce qui fait de la technique quelque chose d'en soi, que ça soit une merveille devant laquelle on devrait s'agenouiller et prier tous les matins, c'est possible techniquement, donc il faut le faire, ou qu'on en fasse le démon. Il faut concéder en même temps aux critiques de la technique, que la technique n'est pas neutre. Si on admet la conception d'esprit étendu de Tetsuya Kono, on comprend que les systèmes techniques qui diminuent notre marge de manœuvre, notre marge de choix, ou qui affaiblissent nos relations avec les autres, et ces relations avec les autres sont la composante fondamentale de notre puissance d'agir, eh bien ces techniques, nous devrions les repousser, nous devrions nous en débarrasser. Inversement, certaines techniques rendent la nature plus accueillante à l'homme, pendant que d'autres la rendent invivable. Il suffit de penser à ce qui se passe en agriculture, à l'aménagement des routes d'autoroute, à toute une série d'aménagements urbains. Alors, donc je crois qu'il est nécessaire qu'on ait cette réflexion sur la technique, encore une fois, non pas pour la repousser, non pas pour l'adorer, mais pour essayer de la rendre un peu plus amicale. Voilà. Bon, je m'arrête ici. Je vous remercie.